Ma femme a organisé une grande soirée pour fêter sa promotion importante. Son nouveau patron a prononcé un discours affirmant que Claire avait réussi malgré l'absence totale de soutien à la maison, car son mari n'était qu'un simple chauffeur routier sachant à peine lire. Tout le monde a ri. Ma femme a répondu, c'est vrai. Il me tire vers le bas. Alors je me suis levé et j'ai dit, c'est intéressant, parce que l'entreprise pour laquelle vous travaillez, c'est moi qui la possède. Chapitre 1. La femme que je ne reconnaissais plus. Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu Claire il y a 24 ans, dans l'arrière-salle d'un relais routier sur la Nationale 7 où elle était serveuse et où je livrais de la viande surgelée avec mon camion. Elle avait les cheveux attachés, son tablier était taché et son visage rouge à force de courir pour servir les cafés et esquiver les mains baladeuses de certains clients lourds. Mais quand elle m'a souri, j'ai eu l'impression que le monde ralentissait. À l'époque, elle se fichait que je conduise un vieux semi-remorque rouillé. J'étais juste son Thomas, l'homme qui lui apportait des éclairs au chocolat lors de ses tournées de nuit et qui attendait la fermeture pour la raccompagner chez elle. Nous avons construit notre vie lentement, chèque de paie après chèque de paie. Quand nous nous sommes mariés à la petite mairie de notre village, tout ce que nous pouvions nous offrir pour notre lune de miel, c'était une nuit dans un hôtel de zone commerciale avec du vin mousseux acheté au distributeur. Mais nous rions. Nous avions des rêves. Nous étions amoureux. Quelque part en chemin, cette femme a disparu. Cela ne s'est pas produit d'un coup. C'était progressif, comme une fuite d'eau sous le parquet qu'on ne remarque que lorsque le bois s'effondre sous nos pieds. D'abord, elle a cessé de m'attendre quand je rentrais de mes longs trajets. Ensuite, elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Et finalement, elle a cessé de me présenter comme son mari. Au lieu de cela, je suis devenu le gars qui conduit des camions, dit sur un ton d'excuse, comme si j'étais un fardeau qu'elle tolérait par politesse. Lorsqu'elle a décroché son nouveau poste de directrice marketing pour une entreprise montante de logistique et de technologie à la défense, tout a changé. Elle a commencé à porter des talons plus hauts que ceux avec lesquels la femme que j'avais épousée aurait jamais pu marcher. Elle portait un rouge à lèvres qui évoquait le pouvoir plutôt que la chaleur et utilisait des mots comme synergie et posture de marque qui faisaient ressembler nos dîners à des réunions commerciales. J'étais pourtant fier d'elle. Dieu sait que je ne me suis jamais mis en travers de son chemin. Je payais les factures, j'élevais les enfants quand elle avait des séminaires, je cuisinais quand elle rentrait tard. Mais maintenant, j'avais l'impression qu'elle ne voulait pas d'un partenaire. Elle voulait un trophée silencieux. Il y a 2 semaines, elle est rentrée rayonnante. J'ai eu la promotion, a-t-elle annoncé en laissant tomber son sac de luxe sur le comptoir de la cuisine comme s'il ne coûtait pas plus cher que toute ma caisse à outils. C'est incroyable, ai-je dit en souriant, je savais que tu y arriverais. On organise une soirée, a-t-elle dit, une réception formelle au pavillon Dauphine. Mon sourire a vacillé. Le pavillon Dauphine était l'endroit le plus huppé de la région parisienne, là où les politiciens organisaient des levées de fonds et où les milliardaires trinquaient avec leurs 4e épouses. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas, ai-je ri, essayant de détendre l'atmosphère. Je dois mettre mes chaussures du dimanche ou? Elle m'a coupé la parole. Ne mets juste pas ce vieux costume marron ni ta casquette. S'il te plaît, Thomas, c'est une grande soirée. Cela m'a blessé plus que je ne voulais l'admettre, mais j'ai hoché la tête. Bien sûr, je vais me faire beau. Bien, a-t-elle dit, déjà sur son téléphone. Et essaie peut-être de ne pas trop parler de tes itinéraires ou du prix du gazole ou autre. Ce public est différent. Ce soir-là, je me suis assis seul dans notre chambre, regardant mes mains. Ces mêmes mains qui avaient rénové notre terrasse, bercé nos bébés pour les endormir et l'avaient tenue dans ses bras à travers chaque fausse couche et chaque année difficile. Je n'avais jamais eu honte d'elle jusqu'à maintenant. La fête était prévue pour samedi soir. Elle est partie tôt pour aider à l'installation et n'a pas demandé si je voulais venir avec elle. Notre fils Léo et notre fille Manon étaient déjà là quand je suis arrivé, tous deux mal à l'aise dans des cols trop serrés et des chaussures trop rigides pour la piste de danse. En entrant, j'ai remarqué comment les gens me regardaient, non pas avec hostilité. Non, cela aurait été plus facile. Ils me regardaient comme si j'étais invisible, comme si je faisais partie du décor, sauf que je n'étais pas invisible pour son nouveau patron. Il en était déjà à sa 2e coupe de champagne quand je l'ai vu rire près du piano à queue. Cheveux gominés, une montre qui valait plus que mon camion. Et la façon dont il m'a serré la main, molle, comme s'il touchait un chiffon sale. Ah, vous devez être le mari de Claire, a-t-il dit, cherchant le mot comme s'il était collé sous sa chaussure. Le chauffeur routier, c'est ça?
J'ai hoché la tête. C'est moi. Des gens travailleurs, le sel de la terre, la France d'en bas, a-t-il dit en se détournant déjà. Il faut de tout pour faire un monde. Ce n'est que plus tard dans la soirée, après le 5e toast, que j'ai réalisé que je n'étais pas seulement toléré. On se moquait de moi. Et ce qui s'est passé ensuite? C'est là que tout a basculé. Chapitre 2. Quand l'humilité devient un gros mot. Les lumières de la salle de bal se reflétaient sur les flûtes à champagne et l'argenterie polie, mais je me sentais comme une clé à molette rouillée oubliée sur un piano à queue. Je me tenais près du fond où personne ne remarquerait si je m'éclipsais tôt. Non pas que quelqu'un se souciait de ma présence. Un violoniste jouait doucement dans un coin. Des serveurs en gants blancs passaient avec des noix de Saint-Jacques sur des cuillères en porcelaine. Chaque invité semblait sortir de la couverture d'un magazine de style de vie. Polissé, répété, en représentation. Je ne reconnaissais que mes enfants, et à peine, dans leurs costumes de location et leurs sourires forcés. Puis l'hôte a tapoté le micro. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir pour célébrer la promotion bien méritée de Claire. Des applaudissements polis ont rempli la salle. Le projecteur s'est tourné vers elle. Claire, dans une robe scintillante, rayonnant comme si elle était née pour être admirée. Son patron s'est avancé, micro en main, et d'une voix trempée de charme et de condescendance, il a commencé, j'ai eu le plaisir de travailler avec des esprits brillants dans cette industrie, mais peu égale la ténacité de Claire. Elle a gravi les échelons sans cuillère en argent dans la bouche, sans relation, juste avec du cran et de la détermination. J'ai ressenti une lueur de fierté jusqu'à ce qu'il jette un coup d'œil vers moi. Elle vient d'un milieu modeste. Son mari est un. Qu'était-ce déjà, demanda-t-il en riant à la foule. Un chauffeur routier longue distance. Rire. Des rires superficiels et complices. Pas cruels. Pire, désinvoltes. Le genre qui suppose que tout le monde est d'accord. Elle a réussi malgré l'absence de véritable soutien à la maison. Il a continué, c'est incroyable ce qu'on peut accomplir avec le bon état d'esprit, même quand votre partenaire est limité dans ses ambitions. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais je n'ai rien dit. Puis vint le coup de grâce. Claire s'est approchée du micro à côté de lui, souriant doucement comme si rien de tout cela ne blessait. Eh bien, c'est vrai, a-t-elle dit légèrement. Thomas est un homme simple. Il ne comprend pas vraiment ce que je fais, mais il essaie. La salle a gloussé à nouveau. Il me tire vers le bas à certains égards, a-t-elle ajouté, sa voix trempée d'une fausse affection, mais j'ai appris à m'élever quand même. Léo et Manon avaient l'air de vouloir disparaître sous terre. Je restais parfaitement immobile, les mains jointes devant moi comme si j'étais de retour à l'église. Mon cœur battait la chamade, non pas d'embarras, mais de chagrin. La femme que j'avais connue autrefois, celle qui tenait ma main dans un couloir d'hôpital et chuchotait on réessayera après lors de sa fausse couche, cette femme avait disparu, remplacée par quelqu'un qui ne me voyait plus comme son partenaire, mais comme son boulet. Et maintenant, je n'étais pas seulement un boulet. J'étais sacrifiable. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Je traitais l'information. Quelques minutes plus tard, le patron de Claire s'est approché à nouveau, verre à la main. Ne le prenez pas personnellement, a-t-il souri d'un air suffisant. Certaines personnes dépassent simplement leur passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été utile à un moment donné. Je vois, ai-je dit calmement. Il a bu une gorgée. Vous avez joué votre rôle. Le rôle de soutien, c'est noble, vraiment. Je l'ai fixé, calme, silencieux. Et puis j'ai demandé, savez-vous qui possède cette entreprise? Il a cligné des yeux, déstabilisé par la question. Bien sûr, c'est un groupe d'investisseurs silencieux. Et non, ai-je dit, je veux dire la société mère, le groupe holding qui a racheté cette entreprise le trimestre dernier. Il m'a regardé, confus. LMC Holdings, ai-je dit, signifie logistique et management Carter. Mon nom n'est pas Thomas Durand. C'est juste le nom que j'utilise sur la route. Je me suis penché, pas fort, juste ferme. Mon nom légal est Thomas Carter, fondateur et actionnaire majoritaire de LMC. J'ai racheté cette entreprise il y a 7 mois. Il s'est figé complètement. À travers la pièce, Claire était au milieu d'un rire quand elle a vu le visage de son patron se décomposer, puis elle m'a vu. Pour la première fois depuis des années, elle a eu peur. Et je n'avais pas encore fini. Chapitre 3.
Le silence est tombé sur la salle. Le moment est resté suspendu dans l'air comme du verre brisé en pleine chute. Le patron de Claire a reculé d'un demi-pas, la couleur quittant son visage. « Vous êtes ce Thomas Carter-là » Je n'ai pas répondu. J'ai juste bu une gorgée de mon eau et j'ai regardé au-delà de lui vers l'estrade où Claire se tenait toujours avec son champagne, son sourire se fanant lentement. Elle a cligné des yeux, confuse, puis inquiète, puis furieuse. Je pouvais voir le calcul dans ses yeux, essayant de reconstituer ce que je venais de faire. Je ne voulais pas comme ça son patron. Je sais ce que vous vouliez dire, ai-je dit froidement. Vous essayez d'impressionner une salle qui supposait déjà savoir qui comptait et qui ne comptait pas. Il avait l'air de vouloir disparaître. À travers la salle de bal, les gens avaient remarqué. Le murmure a commencé subtilement au début, puis s'est répandu comme de l'encre renversée sur du lin. Je me suis avancé, sans me presser, délibérément. Chaque pas était mesuré, pas bruyant, mais lourd de sens. Quand j'ai atteint l'estrade, Claire s'est raidie. Sa main serrait toujours le micro, mais sa prise affaiblit alors que je le lui prenais doucement des doigts. Puis-je, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Je me suis tourné pour faire face à la foule. Merci à tous d'être venus ce soir. Je n'avais pas l'intention de parler, mais je suppose que je suis devenu une partie de l'histoire. Quelques invités ont ri maladroitement. La plupart écoutaient simplement, sentant le changement d'énergie. Mon nom est Thomas Carter, ai-je dit. Beaucoup d'entre vous me connaissent comme Thomas le routier. Et oui, je suis chauffeur longue distance depuis des années. J'ai transporté de l'acier à travers des tempêtes de neige, nourri des villes dont personne ne se souvient, manqué des anniversaires pour garder les lumières allumées et faire circuler la nourriture. J'ai fait une pause. Mais j'ai aussi utilisé ces heures silencieuses au volant pour construire quelque chose. Avec chaque itinéraire, chaque contrat, j'ai investi, j'ai étudié les marchés dans les relais routiers. J'ai passé des appels pendant mes pauses réglementaires et finalement j'ai bâti LMC Holdings, une firme d'investissement logistique qui vaut maintenant plus de 300 millions d'euros. La salle s'est immobilisée. Pas même une fourchette ne raclait une assiette. Et récemment, j'ai acquis la société holding qui possède cette entreprise, ai-je ajouté en hochant la tête vers le patron de Claire. Pas par vengeance, mais pour l'héritage, pour les travailleurs silencieux qui sont oubliés dans les discours. Ma voix s'est adoucie. Ma femme Claire était autrefois la femme la plus forte que je connaissais. Elle m'a soutenu à travers des années plus difficiles que quiconque dans cette salle ne pourra jamais comprendre. Mais quelque part en chemin, le succès est devenu de la honte et l'amour est devenu un levier. Je l'ai regardé maintenant, vraiment regardé. Ses yeux étaient bordés de rouge, non pas de larmes, mais de rage, de la perte de contrôle. Et je veux que les choses soient claires, ai-je dit. Je ne suis pas venu ici ce soir pour embarrasser qui que ce soit. Mais je ne laisserai personne effacer la valeur de ses origines. Je ne suis pas l'homme qui la tire vers le bas. Je suis l'homme qui a construit la route sur laquelle elle a marché. Un silence épais, ininterrompu. Et puis finalement, le PDG d'une autre division s'est levé et a applaudi une fois. Puis encore une fois, d'autres ont suivi. Un par un, lentement, délibérément, ils se sont levés. Claire ne l'a pas fait. Elle me fixait simplement comme si elle voyait un fantôme. Les applaudissements ont enflé, mais je ne m'y suis pas prélassé. J'ai rendu le micro à l'hôte, j'ai hoché la tête poliment et je suis descendu de l'estrade. Derrière moi, l'atmosphère a changé, et la femme qui avait un jour ri de mes mains calleuses ne pouvait plus parler. Chapitre 4. Le départ final. Les applaudissements ont fini par s'estomper, mais le silence qui a suivi était encore plus fort. Je ne me suis pas attardé. Alors que les murmures de choc ondulaient à travers la salle de bal, j'ai pris mon manteau au dos de ma chaise et je suis sorti par les mêmes portes par lesquelles j'étais entré, calmement, humblement et seul. Derrière moi, Claire n'a pas appelé mon nom. Elle ne m'a pas couru après comme dans un film. Pas de pantoufles de verre, pas d'excuses soudaines. Elle restait juste là, entourée par les gens qu'elle avait tant travaillé à impressionner, qui chuchotaient maintenant maladroitement à propos de l'homme qu'elle avait essayé d'effacer. Je suis sorti dans l'air frais du soir parisien. Il avait plu plus tôt. Le pavé brillait encore comme si le monde avait été lavé. J'ai pris une longue inspiration. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai ressenti. La paix. Je ne suis pas rentré à la maison ce soir-là. Pas dans cette maison. J'avais déjà préparé un autre endroit. Calme, modeste, à moi.
Claire a essayé d'appeler une fois, puis a envoyé un texto. Tu m'as prise au dépourvu devant tout le monde. Pas d'excuses, juste du contrôle des dégâts. Je n'ai pas répondu. Elle en a envoyé un autre. Nous devons parler pour les enfants. Nous avions des enfants, et des années de vie commune. Et parfois, c'est ce qu'il y a de plus difficile à quitter. Mais je l'ai fait. Le divorce a été calme, légal et définitif en 3 mois. Elle s'est battue pour un règlement, bien sûr, mais j'avais des preuves. Le contrat de mariage dont elle s'était moquée autrefois s'est avéré utile. Elle est partie avec sa carrière, sa fierté blessée et une nouvelle compréhension que les réputations ne peuvent pas être construites sur le dos des autres. Et moi, je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas cherché les gros titres ni le drame. Je suis simplement retourné au travail que j'aimais, finançant discrètement des bourses pour les enfants d'ouvriers, visitant les lycées professionnels qui m'avaient formé, développant l'empire logistique que personne n'avait vu venir. Et parfois, je me garais près des relais routiers par des nuits froides juste pour m'asseoir et regarder les camions arriver, l'armée silencieuse qui fait tourner le pays. Je souriais à chaque fois. Les gens me demandent encore pourquoi je me suis levé ce soir-là, pourquoi je ne suis pas resté silencieux pour préserver la paix. Voici ce que je leur dis. Certains hommes élèvent des immeubles. D'autres font monter le prix des actions. Mais les hommes les plus forts que je connaisse ont élevé des familles avec des mains calleuses, ont fait quelque chose à partir de rien et ne se sont jamais excusés de leurs origines. Et quand quelqu'un rit de cela, vous ne criez pas, vous ne suppliez pas. Vous vous tenez droit, vous dites la vérité et vous partez avec votre dignité intacte. Parce que parfois, la vengeance la plus puissante est de laisser les gens entendre votre silence après avoir dit la vérité. Épilogue. Un homme comme ça. Cela fait presque 2 ans depuis cette nuit-là. Les gens chuchotent encore à propos de l'homme qui s'est levé dans la salle de bal, a calmement démantelé un mensonge et est sorti sans élever la voix. Je n'ai pas donné d'interview. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'en avais pas besoin parce que le vrai pouvoir ne crie pas. Il se tient simplement debout. Claire a finalement changé d'entreprise. J'ai entendu par des contacts communs qu'elle avait essayé de présenter l'incident comme un malentendu. Certains l'ont cru, d'autres non. Elle m'a envoyé une carte de Noël l'année dernière. On pouvait y lire « J'espère que tu vas bien. Je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées. » Il n'y avait pas d'adresse de retour. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais amer, mais parce que j'avais enfin trouvé la paix au seul endroit que j'avais longtemps négligé, moi-même. Un après-midi, je visitais l'une de mes petites agences de transport près de Lyon. Un jeune homme, au début de la vingtaine, tout juste sorti de l'école de transport, m'a demandé si je pouvais lui donner un conseil. J'ai demandé son nom. Elias, a-t-il dit. Mon père est aussi chauffeur routier. Il vous a toujours admiré. J'ai souri et j'ai répondu, dis à ton père que les hommes comme nous ne déplaçons pas seulement du fret, nous déplaçons des montagnes. Et Elias, ne t'excuse jamais d'où tu viens. Le monde ne comprendra peut-être pas tes racines, mais il respectera ton ascension. Ce soir-là, je me suis assis seul dans ma petite maison près du lac, la même que j'avais construite avant que l'entreprise ne fasse son premier million. Un repas simple, un feu dans l'âtre, une photo de mon défunt père sur le manteau de la cheminée, main calleuse, yeux fiers, clé de camion dans la poche de sa chemise. Et j'ai chuchoté, ils ont ri du camion, papa, mais ils n'ont pas vu les kilomètres que nous avons parcourus ni le poids que nous avons porté. Puis j'ai levé mon verre et j'ai doucement porté un toast à la dignité silencieuse de chaque homme qui a été sous-estimé et n'a jamais eu besoin de s'expliquer. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée, ou la tempête aurait-elle dû faire rage plus fort? Donnez votre verdict ci-dessous. Je lis chacun d'entre vous.